Assainir de façon optimale le secteur financier de la RDC en matière de légalité, de l'origine des flux financiers et de la nature des transactions financières, tel est l'objectif poursuivi par la signature de ce protocole d'accord jeudi 4 juin 2020 entre l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA et la cellule nationale de renseignement financier SENAREF. Gouvernance et leadership, deux maîtres mots, mieux le binôme auquel la RDC doit absolument se soumettre pour espérer se développer. Le sénateur Matata Ponyumapon l'a dit lors d'une séance académique tenue vendredi 5 juin 2020 à l'intention de ses collègues de la Chambre haute du Parlement congolais. Ces titres et bien d'autres vous seront développés dans le corps de ce fiscalité de développement présenté par Patience Vumili Abokole. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro du magazine Fiscalité et Développement, une émission de la rédaction de l'agence Galaxy Media. Les entreprises bénéficiaires de l'aide du gouvernement à travers le Fonds de promotion de l'industrie FPI dans le cadre de son accompagnement pour réduire l'impact de la COVID-19 sur le plan économique sont déjà à pied d'œuvre pour acheminer les produits manufacturés de Kinshasa vers l'intérieur du pays et les produits agricoles de l'intérieur du pays vers les centres de consommation. Notre équipe s'est rendue dans les différents ports privés de la capitale pour constater le chargement et le déchargement de ces marchandises. Reportage Michel Wangilokwa sur les images de Fanfan Makitou Doma. Au port Amato et Frères, 3 barges chargent le sac de ciment, du sucre, du sel et autres produits à destination de l'intérieur du pays. Ces barges d'une longueur de 50 mètres sur 9 chacune s'apprêtent à transporter dans 2 semaines jusqu'à 800 tonnes de marchandises vers le Kasaï. En aval de ces ports, MBC Nicolas vient d'accoster avec à son bord 1000 sacs de maïs. Ici, un grand sac de maïs est vendu désormais à 70 000 francs congolais. Un prix inférieur à celui appliqué dans les différents marchés de la capitale. Seul bémol, la grande partie de la marchandise est restée bloquée dans les cales. Motif, les marchands protestent contre l'augmentation d'une taxe dénommée manutention qui passe de 3 500 à 6 000 francs congolais les sacs avant de quitter les ports. Na mboka toso masaka masangu 50 000 soko yeko cha même ba frère ya awa na Kinshasa manutention siko to futa 3400 lelo orazolo banoza 6 000 francs. À propos de quoi manutention mata 6 000 francs 6 500 tokozwa nini na mutu oyo asombi masangu na 50 000 atie saki vide atie ba droit ya l'état c'est que soko sali calcul ya saka masangu na intérieur ezokoma 65 000 francs wana prix ya zamba nano tie porteur ya awa tena manutention awa plus prix ya taxe yo babengi DGRK toza ko futa yango soko futi kuna te ko futela yango awa na prix o ba ko exiger yo. Le prix pratiqué par les amateurs n'est pas le même que celui des commerçants, indique cet amateur. La différence entre le maïs vendu par l'armateur et le maïs vendu par les commerçants. Parce que le commerçant a acheté avec l'armateur là-bas. Le commerçant paie le transport. L'armateur fait seulement l'amortissement. Donc il va à un prix moins cher par rapport aux commerçants. Alors ces prix sont comme m'a dit, nous les prix du commerçant c'est combien et de l'armateur c'est combien? Aujourd'hui, moi je suis de l'armateur. Les commerçants vendent le maïs à 80 pendant que nous vendons à 70, 71 000. Manutention ne concerne pas l'armateur, c'est le port. C'est l'État qui fixe ça. Donc l'armateur n'a pas de problème avec la manutention. S'ils ils achètent, ils vendent à cher, c'est parce qu'ils additionnent les dépenses de l'État qui ne nous concerne pas, nous qui sommes les armateurs. Les bateaux vides de l'Odja en provenance du Libo viennent également d'inonder les marchés quinois avec un lot important de sacs de maïs qui se vendent moins cher. Dovel Konga, un des entrepreneurs bénéficiaires de l'accompagnement du FPI, s'est dit satisfait de voir la baisse du prix du maïs dans les différents ports de la capitale. Nous avons un bateau qui est en chargement qui va au Sankuru jusqu'à Lusambo. Nous-mêmes, nous avons amené 1000 sacs de maïs et ces sacs de maïs sont vendus à des mamans qui viennent de Kaluka, qui viennent de Selembao, ils viennent le très grand matin pour acheter. Mais vous étiez témoin.
Nous avons encore un autre bateau qui est arrivé ici, MB Ville de Lodja, qui vient d'Ilebo, exclusivement avec les produits des clients. Mais il se pose aussi un petit problème, comme vous avez pu le constater. Il paraît que l'hôtel de ville a augmenté les prix des manutations et nous sommes bloqués, on ne sait pas décharger parce que les clients ne veulent pas payer ce prix-là. 3 entrepreneurs bénéficiaires de l'aide du FPI se sont engagés devant le ministre de l'Industrie Julien Paluku et du DG du FPI, Patrice Kitebe-Gibon-Voul, d'inonder Kinshasa et l'intérêt du pays des produits agricoles et manufacturiers. Dans les jours à venir, les prix de certains produits agricoles comme le maïs et le manioc vont davantage baisser sur le marché. Si vous êtes industriel exerçant en République démocratique du Congo, rassurez-vous que vous êtes assujetti au paiement de la taxe de promotion de l'industrie locale TPIL pour les ventes de vos produits sur le marché local. Dans ce cas, collectez et reversez mensuellement la taxe de promotion de l'industrie locale au taux de 2% du prix du revient industriel. C'est contribuer à la pérennisation du cycle de financement des projets industriels en RD Congo. Tenez, la taxe de promotion de l'industrie locale est une parafiscalité préaffectée au financement des projets industriels. Ceci est un message du Fonds de promotion de l'industrie. FPI, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Et pour espérer se développer, la RDC doit absolument se soumettre à la mise en place du binôme gouvernance-leadership d'après le sénateur Matata Ponyo Mapon. Cette recette serait, selon lui, la solution idéale pour le décollage de tous les secteurs de la vie nationale en République démocratique du Congo. Binôme, leadership et gouvernance. Une formule miracle pour booster le développement du Congo-Kinshasa. Son auteur n'est autre que le Premier ministre honoraire, le sénateur Matata Ponyo Mapon. Il a présenté lors d'une séance académique tenue vendredi 5 juin dernier à l'intention de ses collègues de la Chambre haute du Parlement. L'émergence par le leadership et la gouvernance, c'est le thème au cœur de cette rencontre de haut niveau. Lisez l'histoire du monde, vous verrez qu'aucun pays ne s'est développé sans leadership, sans gouvernance de qualité. Et dans ce même pays, entre 2010 et 2015, il a été démontré qu'un leadership de qualité et une gouvernance de qualité peuvent produire des éléments de progrès. Et en tant que sénateur, j'ai voulu rappeler cela à l'ensemble des collègues sénateurs, mais à travers le Sénat, à l'ensemble de la RDC. Pour dire que si nous ne prenons pas en compte les facteurs leadership, les facteurs gouvernance, on ne peut pas espérer se développer. Sur le plan économique, le sénateur a rappelé que par le passé, la RDC a eu à réaliser des performances macroéconomiques exceptionnelles dans la période allant de 2010 à 2015. En rapport avec la pandémie de coronavirus, le sénateur Matata Ponyo Mapon fustige les faits qu'on a tendance à minimiser son impact. L'homme à la cravate rouge a révélé lors d'une plénière à la Chambre haute du Parlement que l'impact le plus dévastateur de la COVID-19 sera sans doute social et économique avec risque d'aggravation en 2021. Encore une fois de plus, Didi Mavambou, Nombolo Pépé, Frédéric. Expert des questions économiques, le sénateur Matata Ponyo Mapon est monté au créneau dernièrement pour dénoncer à haute voix cette tendance à minimiser l'impact socio-économique de la pandémie de Covid-19 en RDC. Lors d'une plénière au Sénat, en présence du Premier ministre, du ministre de la Santé et celui des Finances, l'homme à la cravate rouge a révélé que l'impact le plus dévastateur du coronavirus sera sans doute économique et social avec risque d'aggravation en 2021. Cette crise, on a tendance à croire que ses effets vont se limiter en 2020. Laissez-moi vous dire
que les effets du coronavirus vont se poursuivre en 2021 et ils risquent même d'être plus dévastateurs en 2021 qu'en 2020. Pire encore, la situation de finances publiques des 4 premiers mois de l'année 2020 connaît un déficit budgétaire d'un peu plus de 600 milliards de francs congolais contre un excédent de près de 230 milliards de francs congolais pour la même période en 2019. Une situation qui ne place pas le gouvernement dans une position confortable pour éviter la crise à cause de la propagation de la COVID-19. Pourquoi j'ai dit que cette crise va se poursuivre jusqu'en 2021? Peut-être que le coronavirus sera déjà parti, mais ses conséquences vont se poursuivre. En 2021, les ressources, notamment impôt sur les bénéfices, l'impôt ne sera porté que sur les bénéfices qu'auront réalisé les entreprises en 2020. Nous sommes en train de vivre nous tous, c'est que c'est l'année 2020 avec des fermetures des entreprises par le processus de confinement. Quels seront les bénéfices sur lesquels l'État va prélever l'impôt en 2021? La question de la mobilisation des recettes publiques reste cruciale au moment où, sur le plan international, les importations et exportations ont sensiblement diminué, les activités économiques au niveau interne étant presque à l'arrêt, pendant que les défis à relever par les pays sont importants. Il est important, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que cette question de maximisation des recettes dont le taux est à un des niveaux le plus bas puisse être traitée avec beaucoup de pertinence, mais aussi beaucoup de célérité. On peut recevoir les appuis budgétaires du Fonds monétaire, la Banque mondiale, vous l'avez dit ici, mais l'élément le plus important, c'est la mobilisation des recettes. Il ne faut pas que le Covid-19, ou la Covid, pour prendre l'article nous proposé par l'honorable président, puisse nous dissuader de prendre les voies parfois le plus rationnel et le plus important. Avec un taux de croissance qui avoisinerait le moins 2% selon le gouvernement, le pays irait droit en récession. On s'attend à l'amenuisement de l'assiette fiscale, donc à la baisse sensible des recettes fiscales. Que faire alors? En ce qui concerne les dépenses, il faudra absolument qu'on puisse veiller à faire des coupes sombres. Nous avons apprécié la proposition de son Excellence Monsieur le Premier ministre en ce qui concerne la diminution des trains de vie des institutions. Nous vous encourageons dans ce domaine, en commençant par les hauts, la présidence, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement. Absolument, il faut que le train de vie soit diminué parce qu'on n'a pas la maîtrise des recettes fiscales. J'avais aussi proposé, honorable président, de la même façon qu'on sent une certaine maîtrise des aspects sanitaires, pilotés notamment par le professeur Muyembe, dont je salue la présence ici, et l'efficacité dans la gestion de cette crise, il faut absolument que le gouvernement recourt aussi à nos universitaires qui peuvent apporter leur appui à ces comités, à ces structures qui existent déjà. Le secteur minier qui, comme vous le savez, contribue à près de 25 à 30% dans la formation du PIB. Ce secteur est affecté de plein fouet par la crise de la Covid-19, notamment par la baisse de la demande globale, mais aussi par la baisse des cours des matières premières. Que pouvons-nous faire pour pouvoir contourner cette crise?
Deuxième étude, la diversification de l'économie congolaise. Le secteur minier va-t-il demeurer le secteur principal dans la formation du PIB? Il s'agit évidemment d'une mesure qui doit s'étaler sur le moyen et le long terme. Le sénateur a enfin insisté sur le fait que l'État congolais devra imaginer toutes les voies de sortie concernant le secteur de la santé, fondamental pour le développement socio-économique d'une nation. Mais il est important que le pouvoir public profite ou rentabilise cette opportunité afin de poser les bases d'un système de santé efficace, capable de soutenir le développement de notre pays. Et j'y reviendrai la semaine prochaine. Je vous remercie. Rendons-nous à présent à l'est du pays, plus précisément à Bukavu, dans le sud Kivu, où les confinements de 3 jours de la commune d'Ibanda, instaurés par les autorités locales à cause de la propagation de la COVID-19, a paralysé les activités économiques dans cette partie du pays. Les explications sont de notre correspondant à Bukavu, Bertin Iliochine. La commune d'Ibanda, dans la ville de Bukavu, s'est réveillée le matin du 1er juin, désertée sur ses grandes artères de la quasi-totalité de sa population. En cause, la décision de l'exécutif provincial de confiner la commune pour retracer des contacts des maladies de Covid-19. La décision a résulté au déroulement au ralenti des activités socio-économiques dans la ville. Elle n'a pas épargné la majorité de la population qui vit au jour le jour. Je ne suis pas étonné de constater que les affaires ne sont pas bonnes. Nous exposons les marchandises et personne n'achète. Nous venons de noter qu'il y a dépendance entre nous et le marché de Ngouba. Je me demande comment allons-nous vivre, comment vont vivre nos enfants. Rien ne va. Depuis que nous exposons les marchandises, nous n'avons même pas encore perçu 100 francs. Les vendeurs auprès de qui nous nous approvisionnons n'ont pas ouvert leur dépôt suite au soi-disant Corona. La veille de la décision, suite à la précarité de leurs conditions de vie, les gangs petits ont opté pour la loi de la force. Avec cette décision, que le gouvernement s'apprête à nous emprisonner toutes, car les mamans vont envahir la commune. Nous avons tellement faim que nous n'avons pas de choix que de nous déployer dans la ville. Personnellement, avec un capital de 5 000 francs, je ne suis pas à même de tenir la tête. S'ils sont à mesure de nous donner à manger pendant les 3 jours, ils ne le feront pas pour une semaine. Pour ce faire, qu'ils nous laissent nous débrouiller car cela est la vie au Congo. Plus de peur que de mal, pendant les 3 jours de confinement, la force de la loi a prévalu. Retour à Kinshasa, le ministre des Finances José Séleyalagouli et le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le 2 Congo, la République centrafricaine et le Burundi, Jean-Christophe Carré, ont procédé le mardi 2 juin 2020 à la signature de l'accord de financement additionnel pour le STEP 2, évalué globalement à 445 millions de dollars américains. STEP et le programme de soutien à la stabilisation et au renforcement de la paix dans les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo, financé par cette institution de Bretton Woods. Jean-Louis Miaswekama révèle les particularités de cette phase de ce programme. La bonne exécution du STEP 1 a amené les deux parties à passer à la deuxième phase de ce programme. Le ministre des Finances évoque la structure financière du STEP 2. Initialement, c'était pour un montant de 129 millions de dollars. Maintenant, nous venons de signer un accord pour le financement additionnel de 475 millions de dollars qui s'ajoute aux 129. La particularité du STEP 2 est qu'elle ne se concentre pas seulement sur l'Est du pays. La particularité, bien entendu, c'est que même si le projet s'intitule Est, mais ce deuxième financement additionnel va couvrir également une partie de l'Ouest, donc le nord Ubangi, et une partie du centre, donc le Kasaï,
pour venir en appui aux déplacés suite au phénomène de Kamwina Nsapu. C'est un projet aussi, on est très content de l'annoncer, qui va accompagner la mise en place de la gratuité de l'éducation en permettant la construction de nouvelles écoles, de nouvelles classes d'école pour faire face à l'afflux de nouveaux élèves qui sont revenus dans les écoles ou venus pour la première fois dans les écoles suite à la gratuité. Et c'est un projet aussi qui va s'adapter à la nouvelle épreuve que traverse le pays, l'épidémie à Covid-19. Le ministre des Finances rassure l'opinion sur le fait que tout est mis en œuvre pour que la partie crédit soit libérée par la Banque mondiale. La partie don étant déjà décaissée et fait déjà l'objet d'exécutions financières. Lors du magazine spécial Fiscalité et Développement consacré essentiellement aux télécoms, Jérôme Sekana Penepapa et ses invités, à l'instar de Raphaël Lokongo, directeur en charge de régulation à la SCPT, et Dieudonné Lusamba, ingénieur de réseau d'accès, ont passé au peigne fin le secteur des télécommunications en République démocratique du Congo. Comment comprendre si l'État congolais tire également profit de ce confinement dû à la Covid-19 comme les autres opérateurs publics du domaine à travers le monde et qui donnent à leur gouvernement les moyens nécessaires pour renforcer la résilience économique en vue de contourner la crise et rebondir sur la bonne direction après le coronavirus? Élément des réponses dans cet extrait de l'émission Fiscalité et Développement choisi par Priska Sekana. La SCPT est l'opérateur public, en tout cas, il ne sait pas se distinguer pour enrichir son État, l'État congolais. C'est difficile. Alors, monsieur l'ingénieur, avec vos machines, vous n'arrivez pas à capter l'argent qu'il faut donner à l'État pendant ces confinements, alors que partout ailleurs, c'est la manne, c'est l'Eldorado. Oui, effectivement, c'est la manne. Même si sur place, les entreprises de télécommunications font beaucoup d'argent, mais malheureusement, la SCPT, l'opérateur historique, est mise dans une situation qui ne permet pas de tirer profit de cette manne. Pourquoi? Parce que des privés, des acteurs s'arrangent pour ne pas permettre à la SCPT de tirer profit de cette situation. Est-ce que ce que vous dénoncez aujourd'hui rentre dans cette logique de tuer la SCPT avec l'octroi par l'autorité de régulation d'un deuxième point d'atterrage à Liquid Telecom? Justement, M. Jérôme, donc, vous nous complétez d'une manière très harmonieuse. Donc, si jamais cette station d'atterrage privée est construite, qu'est-ce qui va arriver? On a la station d'atterrage privée là-bas, on a la fibre de Sokof, qui en vérité, c'est la fibre de privé. Parce que si j'aimerais profiter de votre antenne pour dire à nos autorités que nos autorités doivent savoir que la Sokof n'est en vrai ligne NTB de télécommunication que par la structure. Mais ceux qui vont gérer, ceux qui vont exploiter, ce ne sera pas la Sokof, ce seront les privés. Quand vous regardez de très près, les opérateurs privés des télécoms se partagent près de 20 milliards de dollars et l'État ne se contente que des miettes, une dizaine de millions de dollars par an. Quand vous regardez de très près, la plupart de toutes ces sociétés de télécommunications n'ont pas investi en dur. Ça fait des années que ces sociétés existent ici. Elles sont toujours locataires. Et ces sociétés-là, c'est elles qui cherchent à imposer leur volonté à travers les ministres qui se sont succédés pour tuer l'opérateur public. Donc la solution ici, c'est de faire en sorte que le projet de loi qui était parti du gouvernement en 2016 et qui était tripatouillé par le Parlement sortant puisse être promulgué, renforcé pour permettre à la SCPT d'avoir des infrastructures capables de capter sur les 15-20 milliards de dollars que se partagent en toute impunité ces entreprises-là privées, que l'État récupère même 5 milliards. Pourquoi pas 10 milliards? Si sous d'autres cieux, on arrive à le faire, pourquoi pas chez nous? Avenue du Marché, numéro 19, bar 23. Nous sommes dans la commune de la Gombe. C'est l'adresse de l'immeuble de la police nationale congolaise depuis l'époque coloniale qui ferait l'objet d'une spoliation.
L'auteur de cet achat illicite serait un grand opérateur économique d'origine libanaise et qui aurait agi avec la complicité de certains compatriotes. La police nationale congolaise mérite respect et dignité. Il est inacceptable que nos policiers qui travaillent dans ce bâtiment soient jetés dans la rue pour évoluer dans des containers qu'on est en train d'aménager au croisement des avenues du Flambeau et Tombalbaye dans la commune de la Gombe. Un colonel de la police nationale congolaise serait même en train de superviser les travaux d'installation de ces containers. Nous y reviendrons avec force et détail dans notre prochaine édition. Quelques jours seulement après la signature d'un mémorandum d'entente avec la Banque centrale du Congo, l'autorité des régulations et des contrôles des assurances ARCA a procédé jeudi 4 juin 2020 au même exercice en signant avec la cellule nationale des renseignements financiers CNRF un protocole d'accord. Objectif: assainir de façon optimale le secteur financier de la République démocratique du Congo en matière de légalité, de l'origine de flux financiers et de la nature de transactions financières. Témoins de l'événement, Ruben Mayoni, Tiakiyunga et Céline Bumba Angelani. C'est une cérémonie sobre mais pleine de signification. Par cette signature avec la cellule nationale de renseignement financier CNRF, c'est l'édifice libéralisation du secteur des assurances qui est en train d'être construit et finalisé. D'où la satisfaction du patron de l'ARCA, Alain Kaninda, pour qui le secteur des assurances libéralisé signifie drainage de nouveaux capitaux via l'épargne, un développement des marchés financiers avec plusieurs gains économiques du fait de l'emploi généré, du financement additionnel pour les entreprises et de la création des valeurs dans le système financier congolais. Mais quel est alors l'apport de cette collaboration entre l'autorité de régulation et des contrôles des assurances et la cellule nationale des renseignements financiers sur le bien-être national? Tous les avantages attendus d'un système financier en croissance, en l'occurrence sa branche des assurances, ne sont envisageables que si l'origine des dits capitaux n'est pas douteuse. En d'autres termes, les dits capitaux ne doivent pas conduire à une utilisation abusive du système financier de la République démocratique du Congo à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, ainsi qu'à celles de financement et de la prolifération des armes de destruction massive. Lutte contre les crimes financiers, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, l'ARCA et la CNRF s'y sont effectivement engagés à travers la signature de cet accord qui dote l'ARCA des outils et jette un pont entre elles et les sociétés d'assurance. Nous sommes toujours dans la continuité, dans la mise en place d'un dispositif qui est important pour le secteur financier. Il s'agit ici des outils dont l'ARCA est en train de se doter pour faire son travail qui est fixé par le décret qui porte création de l'ARCA, notamment en matière de la lutte contre le blanchiment d'argent ainsi que le financement du terrorisme. Et évidemment, aujourd'hui, nous avons signé un protocole d'accord avec la cellule nationale de renseignement financier qui, en réalité, est l'institution qui a été mise en place pour porter la loi qui lutte contre le blanchiment d'argent et des capitaux. Nous mettons en place aujourd'hui un pont entre l'ARCA qui doit effectuer ce travail de contrôle également auprès des entreprises qui sont assujetties à l'ARCA pour s'assurer que ces entreprises qui ont des activités financières, des assurances, respectent bien la loi qui lutte contre le blanchiment des capitaux et la lutte contre le financement du terrorisme. Grâce à cet accord, l'ARCA et la CNRF vont agir en synergie pour mettre en œuvre des mesures préventives afin de renforcer la transparence dans les transactions financières, faciliter la coopération internationale, élément indispensable à la solidité du secteur des assurances dont les attentes pour l'ARCA et le gouvernement congolais sont nombreuses. Cette démarche permet à l'ARCA, en tant qu'institution technique à la disposition de l'État pour contrôler un pan du secteur financier, le secteur des assurances, à faire un travail de manière efficace. Le contrôle que nous menons pour effectuer la lutte contre le blanchiment des capitaux et également la lutte contre le financement du terrorisme donne à l'État congolais une capacité beaucoup plus importante de sécuriser
ces matières qui sont des matières aujourd'hui sensibles sur le plan international. Un pays peut être pénalisé, ses responsables peuvent être pénalisés sur le plan international si nous avons la faiblesse dans ce secteur de lutte contre le blanchiment. Alors nous, en tant qu'ARCA, avec les responsabilités qui sont les nôtres, nous nous dotons d'une capacité supplémentaire pour effectuer ce travail de manière efficace. Pour l'avenir, l'ARCA entend travailler avec les autres acteurs dans le même sens et s'assurer que les opérateurs du secteur des assurances sont contrôlés de manière efficace. Occasion pour le directeur général AI de l'ARCA de remercier les artisans de la réforme de la libéralisation du secteur des assurances en RDC, le président de la République pour l'instauration de l'état de droit, le ministre des Finances qui assure les conditions adéquates de travail et de collaboration entre les institutions. En définitive, le secteur des assurances étant libéralisé, l'ARCA compte sur toutes les parties prenantes pour matérialiser sa vision et de bâtir un secteur des assurances dynamique, inclusif, équitable, sain et conforme aux standards internationaux. Protection des ménages, des entreprises et financement de l'économie nationale oblige. Pour augmenter l'efficacité et améliorer le rendement sur le terrain, la douane congolaise a entrepris des réformes importantes. L'informatisation de ses services est considérée à ce jour comme l'une des plus grandes réformes entreprises au sein de l'administration douanière. Suivez. La douane congolaise a pour rôle de mobiliser les recettes douanières et excisiennes pour les comptes généraux du Trésor public. Pour réussir ces missions régaliennes, la DGDA travaille en étroite collaboration avec les autres services de l'ordre opérationnel, à savoir l'Office congolais des contrôles OCC, la Direction générale des migrations DGM et le service d'hygiène aux frontières. Il faut également citer d'autres partenaires comme la Société congolaise des ports et de transport SCPT, le guichet unique intégral du commerce extérieur, l'Office de gestion des fret multimodales OGFREM, Matadi Gate Terminal MGT, ainsi que les banques et autres transporteurs et commissionnaires en douane. C'est justement dans le cadre de sa mission économique ayant pour but de faciliter et sécuriser les échanges commerciaux et la production locale des produits soumis aux droits d'accise, de protéger l'espace économique national particulièrement par l'application des normes aux frontières, de faire respecter les règles des politiques d'intégration du pays dans les communautés économiques régionales, d'établir les statistiques du commerce extérieur et de faciliter les échanges commerciaux conformément à l'accord de facilitation des échanges à fait signé à Bali en Indonésie le 7 décembre 2013 que la douane congolaise s'est engagée dans la modernisation de ses services en général et de ses postes frontaliers en particulier. C'est ainsi que le poste frontalier congolo-zambien du Kasumbalesa, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo, a connu une véritable métamorphose depuis août 2018 grâce au partenariat public-privé conclu entre la DGDA et l'entreprise Trafigo Group, un sous-traitant de la douane congolaise. Cette firme a débuté les travaux de réaménagement, modernisation et numérisation des infrastructures dans ce poste frontalier hautement stratégique. À ce jour, la plateforme logistique est terminée. Elle permet à la DGDA d'absorber chaque jour 60 km de files d'attente des véhicules qui congestionnaient les voies routières de l'Afrique australe, favorisant ainsi les cadres de la facilitation du trafic international. Kasumbalesa est considéré aujourd'hui comme le plus grand poste frontalier terrestre d'Afrique australe. Où doit-on régler ses dettes envers l'État, notamment les contributions, impôts, droits, taxes, redevances, ainsi que les pénalités, amendes, majorations et accroissements y afférents, selon l'esprit de la lettre du décret relatif au mode de paiement des dettes envers l'État, c'est seulement et uniquement auprès de seuls organismes et agents habilités. Sachez que qui paye mal paye double. En cas de conflit avec la loi ou d'infraction, comment et où payer ces amendes? Pour en savoir un peu plus, je vous propose ces commentaires de Fabien Luboulou Bakayaka.
Décret numéro 007/2002 du 2 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État. Le président de la République, vu tel qu'est modifié et complété à ce jour le décret loi constitutionnel numéro 003 du 27 mai 1997 relatif à l'organisation et à l'exercice du pouvoir en République démocratique du Congo, spécialement en son article 5 alinéa 2. Vu tel qu'est modifié et complété à ce jour la loi numéro 83-003 du 23 février 1983, notamment en ses articles 16, 33 alinéa 1er et 34 alinéa 1er. Vu les décrets loi numéro 080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en République démocratique du Congo. Revu le décret numéro 068 du 22 avril 1998 portant création du franc fiscal. Vu la nécessité décrète. Article 1er. Le règlement des dettes envers l'État, notamment les contributions, impôts, droits, taxes et redevances, ainsi que les pénalités, amendes, majorations et accroissements y afférents, est obligatoirement effectué au compte du receveur de la régie financière ou de l'entité administrative décentralisée concernée, en numéraire ou en scriptural auprès des seuls organismes ou agents habilités en application du présent décret à en recevoir le paiement et à en délivrer la preuve si après appelé intervenant. Article D. En qualité d'intervenant en application du présent décret. 1. Les banques, la Caisse générale d'épargne du Congo, CADECO, et les autres institutions financières agréées. 2. Les attachés financiers des représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo à l'étranger. 3. Exceptionnellement et sur autorisation du ministre ayant les finances dans ses attributions, les comptables publics des recettes ou receveurs affectés aux régies financières et aux entités administratives décentralisées dans les localités où les institutions financières agréées ne sont pas représentées. Article 3. Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, seules les banques et la CADECO sont autorisées à recevoir le paiement des dettes envers l'État relevant de la compétence des régies financières, la Direction générale des douanes et accises DGDA, la Direction générale des impôts DGI et la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD. Tout autre intermédiaire financier, notamment les coopératives d'épargne et de crédit agréées, n'interviennent dans le règlement des dettes envers l'État qu'en ce qui concerne les recettes des entités administratives décentralisées. Article 4. La preuve de paiement des dettes envers l'État est constituée de l'ensemble des documents délivrés par l'intervenant attestant l'encaissement par lui des paiements effectués en règlement des dettes envers l'État et dont les références sont portées sur la note de perception ou de versement. Article 5. Le ministre ayant les finances dans ses attributions détermine selon la qualité des intervenants les documents devant constituer la preuve des règlements des dettes envers l'État tel qu'est défini à l'article 1er du présent décret. Article 6. Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe selon la qualité des intervenants les détails en déant desquels les encaissements doivent être reversés au compte du trésor public. Il détermine selon la qualité des intervenants les documents devant constituer la preuve des reversements au compte du trésor public des sommes encaissées au titre des règlements des dettes envers l'État. Article 7. Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents de l'État cités au point 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, la rétention par les intervenants des paiements en règlement des dettes envers l'État au-delà du délai réglementaire fixé en vertu de l'article 6 ci-dessus donne lieu à l'application à charge du défaillant d'une amende égale au double du montant dû majoré d'un intérêt moratoire calculé au taux directeur de la Banque centrale du Congo. Article 8.
la falsification des preuves et des paiements émis en vertu des dispositions de l'article 4 du présent décret et l'utilisation des documents ainsi falsifiés sont passibles d'une amende fiscale égale au double des montants éludés, majoré d'un intérêt moratoire calculé au taux directeur de la Banque centrale du Congo, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale est perçue dès la constatation de l'infraction indépendamment des suites de l'action judiciaire. Pour l'application de l'alinéa précédent et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents cités au point 2 et 3 de l'article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement des amendes dues du fait de leur préposé. Article 9. Les amendes prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus et les principales du montant litigieux sont mis en recouvrement selon les procédures légales et réglementaires particulières à chaque régie financière et aux entités administratives décentralisées. Article 10. Le timbre fiscal est supprimé. Le ministre ayant les finances dans ses attributions fixe la date et les dispositions du retrait des timbres fiscaux en circulation à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Article 11. Le ministre ayant les finances dans ses attributions est chargé de prendre tout arrêté ministériel ou instruction pour l'application du présent décret. Article 12. Sont abrogées les dispositions du décret numéro 067 du 20 avril 1998 relatif au mode de paiement des dettes envers l'État ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 13. Le ministre de l'Économie, des Finances et du Budget est chargé de l'exécution du présent décret qui entre en vigueur à la date de sa signature. Fait à Matadi, le 2 février 2002, Joseph Kabila, général-major. Température économique à présent. Quelles sont les tendances des prix des quelques denrées alimentaires des grandes consommations sur les principaux marchés de Kinshasa au samedi 6 juin 2020? La réponse dans cet élément des Philo Cholet Bapeke. Légère baisse des prix des denrées alimentaires observées sur les différents marchés de Kinshasa. Concernant les poulets par exemple, les prix d'un carton de poids 12 qui coûtait 73 000 francs congolais il y a peu revient présentement à 71 800 francs congolais, soit 1200 francs congolais de moins au marché de la Liberté dans la commune de Massina. Au marché Zikida dans la commune mère de Kinshasa, il est passé de 73 000 francs congolais à 72 000 francs congolais. De 73 200 francs congolais à 71 700 francs congolais au marché Gambela dans la commune de Kassavubu et enfin au marché Selembao situé dans la commune de Bumbu, on peut la voir à 71 300 francs congolais. Cette baisse des prix des poulets est consécutive à son abondance sur les marchés. Baisse également des prix des haricots sur les marchés de Kinshasa. Un bol qui s'est négocié à 3 000 francs congolais coûte présentement 2 800 francs congolais, soit 200 francs congolais de baisse au marché de la Liberté. Au marché Zikida, les prix est passé de 2700 francs congolais à 2500 francs congolais. De 3000 francs congolais à 2600 francs congolais. Au marché Gambela et 2500 francs congolais, c'est le prix d'un bol de haricots au marché Selembao. Stabilité des prix du sucre sur les marchés de Kinshasa. Un sac de 5 kilos n'a pas changé des prix d'une semaine à l'autre. On se maintenant à 10 200 francs congolais au marché de la Liberté, 10 400 francs congolais au marché Zikida, 10 500 francs congolais au marché Gambela et 10 300 francs congolais au marché Selembao. Légère hausse par ailleurs des prix d'huile végétale sur les marchés. Un bidon de 5 litres qui coûtait 13 500 francs congolais se vend actuellement à 14 000 francs congolais au marché de la Liberté. Au marché Zikida, il se vend à 13 800 francs congolais. Au marché Gambela, un bidon d'huile de 5 litres est passé de 14 000 francs congolais à 14 200 francs congolais, soit 200 francs congolais de plus par rapport à la semaine dernière. Et enfin, au marché Selembao, on peut l'obtenir à 13 600 francs congolais. Voyons à présent ce que nous renseigne l'Institut national de la statistique INES sur l'indice de l'inflation hebdomadaire du 1er au 6 juin 2020 dans ce commentaire de Muriel Makiese-Loutina. La première semaine du mois de juin 2020 a connu une accélération du rythme des formations des prix. En effet,
L'inflation nationale de la semaine s'est établie à 0,631% contre 0,565% une semaine plus tôt à Kinshasa. En cumul, l'inflation a atteint 6,966% au niveau national et 7,412% à Kinshasa. L'inflation annualisée se situe à 16,446% au niveau national et 17,545% à Kinshasa. En glissement annuel, elle a atteint 9,881% au niveau national et 9,815% à Kinshasa. L'inflation de la semaine est consécutive à la dépréciation du franc congolais par rapport au dollar américain, entraînant ainsi la hausse des prix de biens et services. Sur le marché de change, sachez que le taux officiel de la Banque centrale du Congo a indiqué au vendredi 5 juin 2020 un dollar américain à 1828,10 francs congolais, 1 euro à 2040,54 francs congolais et 1 franc CFA à 3,11 francs congolais. Au samedi 6 juin 2020, au parallèle, le taux était entre 1900 et 1920 le dollar américain, dont la majorité des communes de Kinshasa, et 1930 le dollar, précisément sur l'avenue Lukusa au centre-ville de la capitale congolaise, 1900 dans plusieurs supermarchés de Kinshasa. À Matadi, dans la province du Congo central, le billet vert s'est négocié à 1880 francs congolais, 1890 francs congolais à Kikwit dans la province du Kwilu. À Kolwezi dans le Lualaba et à Bukavu dans le Sud Kivu, le dollar s'est changé à 1900 francs congolais. Dans la province du Haut-Katanga, précisément à Lubumbashi, le dollar américain s'est négocié à 1910 francs congolais. Enfin, le pic du taux d'échange à l'intérieur du pays a été observé ce week-end à Kananga, dans le Kasaï central, où un dollar américain a valu 1940 francs congolais, situation renforcée par la rareté des billets verts dans les chefs-lieux de cette province. On prend à présent les nouvelles de cours des principales matières premières sur le marché international au deuxième fixing du samedi 6 juin 2020. Contrairement à la fin de la semaine dernière, le prix du baril du pétrole est en forte hausse. À Londres, le baril a même dépassé la barre de 40 $ américains pour se situer à 41,85 $ américains avec une hausse de 4,91%. Forte hausse également à New York de 4,34%, le prix du baril revenant à 38,94 $ américains. Selon les sites prixdubaril.com, les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, réunis en visioconférence, ont commencé samedi 6 juin 2020 à débattre des suites de leur réduction drastique de la production mise en place pour contrer les effets de la pandémie de coronavirus. Côté prix des produits miniers, la tonne du cuivre s'est négociée à 5 452,65 $ américains, en baisse de 0,19%. Le prix de la tonne du cobalt n'a pas changé depuis plusieurs mois et demeure à 29 500 points. L'once d'or a perdu 2,11% de sa valeur, se vendant à 1676,20 $ américains. Les prix des produits agricoles sont volatiles. La tonne du maïs a coûté 331 $ américains en hausse de 2,24%. Ayant franchi la barre de 20 $ américains, le prix de la tonne du riz est resté stable à 20,57 $ américains et hausse de 0,63% pour les blés dont la tonne s'est négociée à 515 $ américains. Par contre, la tonne du café est en baisse de 0,20% à 99 $ américains, hausse de 0,13% pour la tonne du cacao qui a valu 2398 $ américains. Et enfin, le coton a gagné 2,17% de sa valeur, la tonne se négociant à 62 $ américains. Mesdames et messieurs, la grand-messe des finances publiques est ainsi dite, une émission produite par l'agence Galaxy Media et excellente suite du programme sur cette chaîne. Au revoir.